Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour. Heureuse de vous retrouver pour une heure de débat autour de l'actualité de la semaine. Les négociations pour un cessez-le-feu durable en Ukraine ont connu une bonne accélération après la réunion en Arabie Saoudite entre Américains et Ukrainiens. L'Ukraine ayant accepté une trêve de 30 jours avec la Russie, un accord au forceps, mais qui pourrait peut-être signifier une fin prochaine des combats toujours aussi meurtriers sur le terrain. Le président Macron à la manœuvre, le chef de l'État multiplie les réunions de crise, les sommets. Il réunit les chefs d'état-major d'une trentaine de pays de l'Union européenne et de l'OTAN pour amorcer le réarmement de l'Europe, puisque Donald Trump a annoncé qu'il souhaitait se désengager. Est-ce qu'il faut remercier Trump d'avoir provoqué ce réveil européen? Le chef de l'État français a-t-il les moyens de son ambition afin de jouer un rôle central en Europe? On verra ce que vous en pensez. Autre interrogation, et pas des moindres. Comment la France peut-elle financer son effort de réarmement, son passage à une quasi-économie de guerre, comme cela a été annoncé, avec l'endettement abyssal de notre pays, le plus endetté d'Europe derrière la Grèce et l'Italie? Comment atteindre le montant de 100 milliards d'euros de budget pour nos armées? Objectif atteignable ou pas, on va en débattre. Et puis surtout, on tentera, Michel, de répondre à la grande inquiétude des Français. Est-ce qu'il s'agit d'une prise de conscience profonde de la fragilité de notre défense ou d'une peur instrumentalisée à des fins politiques? Là aussi, on entendra votre avis. Pendant ce temps-là, les problèmes de la France continuent bien sûr, l'insécurité, la menace terroriste, toujours présente dans le pays. Et puis on évoquera ce qui vous a choqué beaucoup, les éditions des PUF qui déprogramment la parution d'un livre dénonçant le wokisme à l'université. Tout cela sous la pression de l'historien Patrick Boucheron, qui est membre du Collège de France. Censure, pression politique, on vous entendra. Et puis comme à chaque émission, nous pensons à Boualem Sansal. Plus de 4 mois de captivité pour l'écrivain franco-algérien. Plus que jamais, l'inquiétude grandit. Son avocat, Maître Zimret, n'a aucune nouvelle de lui et n'a pas pu le voir depuis le début de sa détention. Vous êtes prêts, Michel? On commence nos débats pour aujourd'hui. Je retire les lunettes. C'est parti. On commence par l'Ukraine avec les choses qui vont très vite, qui évoluent d'heure en heure. Ce qui est certain, c'est qu'un accord a été trouvé déjà entre Américains et Ukrainiens. Cessez-le-feu de 30 jours accepté par le président Zelensky. Évidemment, sous la contrainte de l'administration Trump. On va écouter Donald Trump, justement, rappeler que ses prédécesseurs, avant lui, aux États-Unis, n'avaient pas réussi à stopper la Russie. Écoutez-le. La Russie a pris la Géorgie à Bush. La Russie a pris la Crimée à Obama. Et la Russie a tenté d'envahir l'entièreté de l'Ukraine sous Joe Biden. Mais à Trump, la Russie n'a rien pris. Je pourrais sanctionner financièrement la Russie, mais je ne le ferai pas. Ce que je veux, c'est la paix. Vous savez, j'ai toujours dit que la partie la plus dure à convaincre serait l'Ukraine. Vous l'avez vu la semaine dernière. Des choses intéressantes se sont produites. J'ai reçu un homme qui ne souhaitait pas la paix. Mais maintenant, c'est ce qu'il veut. Et nous allons voir comment cela se passe. Voilà pour Donald Trump, Michel Onfray. Est-ce qu'il faut remercier Donald Trump pour le réveil européen? Ou est-ce qu'au contraire, vous estimez toujours que ce qu'il a fait à Zelensky, c'était lui tordre le bras? Oui, ça, je pense qu'effectivement, enfin, le problème, c'est pas qu'on se comporte pas comme ça, c'est que si on se comporte comme ça, on fait pas ça devant des caméras du monde entier. Donc, ce que je lui ai reproché, c'était cette diplomatie de Sunlight, là, plutôt qu'une diplomatie qui devrait se faire. On s'engueule quand on est diplomate, hein. Et quand on a des projets, évidemment, c'est pas, on est pour la paix, on est contre la paix. Non, dans la paix, c'est ce qu'on garde de Donbass, c'est ce qu'on garde de la Crimée, est-ce qu'il y a une occupation avec des militaires européens ou ce genre de choses, et puis c'est point par point. Donc, vous pouvez être d'accord sur 10%, 20%, 50% ou 100%. Moi, je voudrais remettre la perspective, remettre tout ça en perspective historique, parce qu'on présente Trump comme une espèce de crétin ou d'abruti. J'ose espérer qu'il est entouré par des gens, mais par des gens cultivés. Mais il a fait de l'histoire quand il a dit, mais on a pris, la Russie a pris, etc., etc. Ça, c'est très intéressant. Je rappelle que quand Trump dit Make America Great Again, MAGA, la fameuse MAGA, la politique de Trump. Si vous regardez un peu ce qu'est l'histoire des États-Unis, parce que quand en 1620 le Mayflower arrive sur la côte Est, le début de l'histoire américaine est là. Regardez le début de l'histoire américaine, elle se constitue comment? Comme ça, c'est-à-dire par la destruction d'un certain nombre de pays, par un génocide, les Indiens quand même, c'est-à-dire que tout le trajet qui se fait d'est en ouest fait que jusqu'au bout, au Pacifique, on n'a plus personne, il n'y a plus aucun Indien, on a détruit une culture, une civilisation, on ne l'a pas intégré, et puis après on a pris tel État, puis après on a fait des guerres, puis après la guerre de sécession, prétendue une guerre concernant l'esclavage, et ne concernait pas du tout l'esclavage, mais les États-Unis se sont constitués comme un empire. Les États-Unis, c'est un impérialisme.
Les communistes l'ont dit à une époque, mais il y a un impérialisme qui est l'impérialisme américain, il y a un autre impérialisme qui est l'impérialisme de Poutine, et il y a un petit impérialisme qui est celui de l'Europe maastrichtienne, qui compte pour rien, ou pour zéro. Poutine a d'ailleurs dit, si vous voulez mettre des soldats européens sur le territoire ukrainien, moi j'ai ma bombe atomique et ça ne le fera pas. Donc évidemment, l'Europe va dire pardon, on n'aurait jamais dû. Donc il faut penser en termes civilisationnels. J'ai regardé cette semaine une conférence très intéressante d'Éric Zemmour en Hongrie. D'accord. Où il a fait. Alors, je sais pas pour dire que je partage la totalité de ce qu'il dit, mais il met les choses en perspective historique. Et c'est un grand discours de philosophie politique. Il fait de la philosophie politique, de la philosophie de l'histoire également. Il faut faire de la philosophie de l'histoire avec ces deux-là, c'est-à-dire avec Trump et avec Poutine. Et savoir que l'Europe est éjectée, de toute façon, et que lui, il veut se refaire son empire. D'ailleurs, il veut tellement le refaire que dès qu'il est arrivé, il n'avait pas dit avant les élections. Il a dit « le Groenland m'intéresse, le Panama m'intéresse, le Canada également ». C'est quoi ça? Si ce n'est la signature d'un impérialiste. Donc c'est pas seulement un nationaliste protectionniste, c'est un impérialiste. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui défend sa nation, son peuple. Je suis un nationaliste. Et un impérialiste, c'est celui qui pense qu'il est tellement génial qu'il doit pouvoir aller chercher d'autres États en disant vous allez faire partie de notre monde. C'est ce qui anime Mme Ursula von der Leyen et ceux qui aiment Mme Ursula von der Leyen. Et voilà pourquoi aussi bien Poutine que Trump estiment que l'Europe est devenue leur ennemi, puisqu'ils veulent jouer dans la cour des grands alors qu'ils sont des petits, dirigés et commandés par des petits. Donc si on fait de la philosophie de l'histoire, on voit bien où il va, Trump, et on voit bien où Poutine va. Il n'est pas question pour Poutine de laisser un cessez-le-feu de 30 jours qui permettrait de refaire d'un point de vue stratégique et militaire, de refaire un armement, de ramener des armes, de repartir de plus belle. Il faut repenser véritablement la paix. Donc il y a un moment donné où Poutine dira tout ce qu'il pense de la totalité de la feuille de route. Il est bien évident qu'il ne va pas lâcher l'affaire, puisque depuis qu'il sait que ça se négocie, c'est-à-dire depuis que Trump a été élu, même pas quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu probablement des coups de fil, mais il sait qu'il va falloir négocier. Donc évidemment, vous faites des attaques massives et vous avancez, puis après vous dites, bon, les attaques massives qui nous ont permis des avancées, on va reculer, puis finalement, on aura la ligne de front qui nous intéressait dès le départ. C'est comme ça que Poutine pense, et c'est comme ça que Trump pense aussi, ce sont des marchands de tapis. Effectivement, Michel, on l'a vu, ce n'est pas simple de négocier avec Vladimir Poutine. La Russie considérera comme un conflit armé direct le déploiement de soldats de la paix européens en Ukraine. C'est extrêmement dur comme position pour les Russes. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il ait parlé pour savoir ce qu'il va dire sur ce sujet. Il le dit depuis toujours. Il estime que l'Europe, c'est peanuts. Et que, de toute façon, l'Europe veut avancer, que c'est d'ailleurs pourquoi il y a eu ce problème avec l'Ukraine. L'Europe veut avancer ses pièces vers l'Est, et lui ne veut pas. L'Europe maastrichtienne, et lui ne veut pas. Et c'est le conflit. Donc, c'est-à-dire que s'il y a le moindre soldat européen sur le sol ukrainien, c'est la guerre. Il estime que l'Europe a gagné. Et donc, il ne veut pas faire un traité de paix dans lequel il dirait à l'Europe « je vous offre ce que vous voulez, c'est-à-dire votre propre présence dans ce pays où il n'y aura rien, mais pas vous ». Donc je ne veux pas qu'il y ait de l'OTAN, je ne veux pas qu'il y ait de l'Europe, je ne veux pas qu'il y ait éventuellement une espèce de neutralité. Je pense que Poutine pourrait négocier jusqu'à l'acceptation d'une neutralité avec une espèce de gouverneur général qui lui dirait on ne touche pas à la Crimée, on ne touche pas au Donbass dans l'état dans lequel ça se trouve. Je pense que c'est le genre de négociation qu'il est susceptible de faire. Et je pense que c'est le type de négociation que Zelensky ne peut pas se permettre de refuser, vu l'état de ses troupes, de son moral et puis de destruction de son propre pays. On va aussi évoquer l'attitude du président Macron. Je me posais la question il y a quelques instants dans le sommaire. Est-ce qu'il peut se mettre au centre du jeu en Europe? C'est ce qu'il fait. Il réunit les chefs d'état-major qui étaient à Paris pour un colloque sur la défense. Il multiplie les sommets de crise. Il a pris la parole cette semaine dans le cadre de l'hommage européen aux victimes du terrorisme, mais il a évoqué évidemment ces sujets de sécurité. Écoutez-le. Une grande nation, elle n'a pas à choisir, elle a à répondre. Et elle n'a pas à décider de lutter contre les menaces géopolitiques qui s'imposent à elle ou contre les menaces sur son sol projetées par les terroristes. Elle a à faire les deux en même temps. C'est ce que nous faisons. Alors à l'heure où l'équilibre du monde se reconfigure, où ce qu'on croyait acquis s'éloigne et où ce qui paraissait exclu se rapproche, il nous faut en effet défendre ces valeurs indéfectibles de notre République. Parce que nous n'avons aucunement envie de subir. Nous voulons choisir le destin qui est le nôtre. Là-dessus, Michel Onfray, vous ne pouvez être que d'accord avec lui. Nous ne devons pas subir, nous devons être une grande nation qui doit répondre,
Et choisir notre destin. Oui, cause toujours. L'image est très intéressante. Les images sont toujours très intéressantes. Expliquons-la à nos auditeurs. Oui, parce que on le voit à une tribune en train de parler, et derrière, il y a un immense chantier. Un immense chantier. Qui est celui de la DGSI. C'est la première un déplacement, de la DGSI. voilà, un déplacement de la DGSI qui est dans un endroit qui va aller dans un autre. Et derrière, on dit, ce chef de l'État dit, yaka, il faudrait, on devrait, etc. Et derrière, il montre l'état de la France. C'est-à-dire on devrait avoir des services secrets en pleine forme, et là on est juste en train de dire, bon, on va les déménager, on va les déplacer. On reconstruit, au contraire. Oui, on reconstruit, mais juste derrière, vous avez vu l'État, quoi. Vous avez eu Poutine, vous avez Trump, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez un tas de pays qui ne veulent pas que du bien, l'Iran par exemple, ou le Hezbollah et le Hamas, et là vous êtes en train de dire, je prends la posture devant un chantier, et n'ayez crainte, on va faire le nécessaire pour qu'on ait des services secrets. 7 ans pour faire une prison, combien de temps pour faire des services secrets ? Vraiment, il y a des moments où, je ne sais pas s'il a un conseiller en communication, il doit en avoir une 50aine, mais il n'y a pas un conseiller en communication qui lui a dit il faut que tu fasses une prise de parole sur un fond neutre, mais sûrement pas sur un chantier en disant voilà à quoi ressemblent nos services secrets. Mais sur le fond, encore une fois, dire qu'on est une grande nation, rappeler que la France est une grande nation qui dispose de l'arme nucléaire, tenter de se mettre au centre du jeu européen, ça, évidemment, il doit le faire. Ça s'appelle du performatif en linguistique. Le performatif, c'est que quand vous dites la chose est faite, le maire dit « je vous déclare mari et femme ». Vous ne l'étiez pas, il fait cette phrase, etc. Le prêtre aussi. Et vous l'êtes. D'un seul coup, vous êtes mari et femme. Vous signez, l'affaire est réglée. Lui, il fait du performatif. Il croit qu'en disant que la France est une grande nation, elle est une grande nation du simple fait qu'il l'a dit. Mais il est le seul en France à pouvoir faire de telle sorte que le performatif soit sa signature. C'était le cas du général de Gaulle. Le général de Gaulle ne disait pas un truc, le lendemain autre chose, le surlendemain encore autre chose, un ministre qui dirait le contraire ou je ne sais quoi. Là, sa parole ne porte pas. Donc dire que la France est grande, qu'il le montre. Et qu'il fasse de telle sorte que la France ne se rapetisse pas. Elle est en train de se rapetisser depuis qu'il est au pouvoir. Donc il le montre et on le croira. Mais c'est pas parce qu'il le dit qu'on va le croire. On peut plus croire sur parole quelqu'un qui nous a menti si longtemps. Vous savez, c'est l'histoire des loups. Quand le berger appelle au loup et Pierre et le loup. Mais c'est ça. Il y a pas les loups. Ils viennent pas. Un jour le loup il vient. Et voilà. Là on est dans le même état. C'est-à-dire devant une espèce de friche industrielle, on nous dit que la France est forte, que la France est puissante, que la France est dominatrice, etc. Mais non, la France n'est plus ça parce qu'il a contribué depuis 10 ans à détruire tout ça et que les maastrichtiens ont contribué à détruire tout ça depuis 1992 en disant contribuons à ce fameux État maastrichtien, dépouillons la mariée et puis donnons tout ce qui faisait le génie de la France à l'Europe. Et dernière en date, dernier cadeau que Macron prévoit de faire à l'Europe maastrichtienne, à cet État maastrichtien, le siège à l'ONU et l'arme nucléaire. Il ne l'a pas dit comme tel. Hein. Il l'a dit il y a quelque temps. Il a rappelé qu'il ne partagerait pas la dissuasion nucléaire, mais qu'il ouvrait le débat stratégique. Non, récemment. Mais il y a plus longtemps. Oui, très récemment. Il y a plus longtemps. On va remonter, mais comme il le dit, en même temps, on ne peut pas dire ce qui est de plus récent, c'est un peu la logique du journalisme, c'est de croire que ce qui est plus récent est plus vrai. Mais il a dit précédemment quelque chose de beaucoup plus grave. Non, Macron ne change pas d'avis, il n'a pas d'avis. Simplement, quand vous dites ça, vous dites on est prêt à partager le bouton nucléaire avec Angela Merkel, et puis après, vous dites... J'entends, Michel. Ah bah oui, mais sur l'effort de réarmement français, là, vous dites il faut le faire, évidemment. Il faut le faire, il faut que notre pays se réarme. Il lui fallut ne pas commencer par détruire. Ce qui est plus facile, c'était plus facile de conserver que de détruire. On détruit puis on veut reconstruire. Je rappelle que le général de Villiers est parti sur des conflits de ce genre-là, sur des conflits budgétaires. C'est-à-dire quand vous êtes le chef d'état-major de la France, vous savez très bien, vous avez des rapports qui vous arrivent sur le bureau, vous savez très bien à quoi ça ressemble la France et vous savez très bien quels sont les enjeux. Donc quand vous allez voir le chef de l'État en lui disant on a besoin d'argent, un chef d'État digne de ce nom, c'est quelqu'un qui dit vous aurez. Je ne veux même pas vous entendre, je vais vous écouter, je vais vous entendre bien sûr, mais on va commencer par là. Vous aurez ce budget puisque vous me le demandez. Et qu'il n'était pas du genre à demander un budget juste pour avoir 2 ou 3 petits chars en plus. On n'a plus d'armée, on n'a plus de... L'aviation, tout ça, on nous dit en 3 jours d'une guerre intense, on serait à plat. Un conflit d'autre intensité. Oui, eh bien c'est très exactement ce qui s'est passé avec la débâcle. C'est très exactement ce qui s'est passé. Reprenez, je ne suis pas du genre à dire, regardez les années 30, etc. Mais pourquoi est-ce qu'Hitler rentre comme dans du beurre ? Parce qu'un certain général de Gaulle avait dit précédemment qu'il fallait une aviation, qu'il fallait des chars, qu'il fallait des radios qui permettaient aux chars et aux avions d'être en relation de façon à ce qu'on puisse avancer sur un front. Ah non, on a la ligne Maginot, nous. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Un Guderian qui, lui, se fait traduire de Gaulle et comprend bien que de Gaulle a raison et fait le nécessaire. Et quand il arrive avec ses blindés dans les Ardennes, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les avions, il y a les chars et il arrive
l'affaire est réglée, l'affaire est pliée. Donc tous les gens, comme le général de Villiers par exemple, qui ont dit des choses avant et à qui on a dit allez vous faire voir, ou le général de Gaulle à qui on a dit en son temps, dans les années 30, allez vous faire voir, sont des gens qui avaient raison. Alors c'est facile aujourd'hui de dire yaka. Je le rappelle, s'il faut 7 ans pour faire une prison, combien de temps faut-il pour fabriquer une armée nouvelle, pour utiliser la formule de Jean Jaurès. Et dans ce contexte, Michel Onfray, où certains voient une politique de la peur s'instaurer dans notre pays, on entendra dans un instant l'inquiétude des Français, on va écouter Charles Millon, ancien ministre de la Défense, qui demande justement au président Macron d'arrêter cette politique de la peur. On a effectivement un pays qui a agressé un autre pays, la Russie a agressé l'Ukraine, mais on cherche maintenant les chemins de la paix. On ne va pas continuellement alimenter un climat de peur et de guerre. Donc pour aller sur les chemins de la paix, il faut le faire avec intelligence, avec discrétion, avec finesse, avec modestie et un peu d'enthousiasme, parce qu'en fait on voudrait voir en fait un avenir plus serein. Et c'est pour ça que je crois qu'il faudrait que le président de la République revienne à une pratique qui soit une pratique classique de la diplomatie. On est quand même étonné par ces réunions qui sont répétées tous les jours aujourd'hui pour pouvoir faire comme si on était à la veille d'une conflagration demain dans le continent européen. Voilà pour Charles Millon. Vous partagez son analyse, Michel Onfray ? Écoutez, je souscris à tout. Et je me disais que finalement, il y avait une opposition entre les anciens et les modernes. Moi, je redécouvre le visage de ce monsieur que j'ai connu à une époque où, effectivement, il avait peut-être 20 ans de moins, où il faisait de la politique. Charles Millon, comme je ne sais quoi, président de région, je crois. Oui. Pas seulement. Mais donc, je ne sais pas, mais en tout cas, il était ancien ministre de la Défense, à coup sûr. C'est ça. Et en fait, je me dis, mais il a raison sur tout. C'est-à-dire cette façon à l'ancienne de faire de la politique en disant, oui, je constate qu'effectivement, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Il ne s'agit pas de prendre position pour Poutine et puis d'inventer tout et n'importe quoi. Oui, il faut faire une diplomatie qui va vers la paix. Non, on ne doit pas utiliser la peur. Oui, il faudra discuter, etc. Je te dis, mais c'est formidable, à l'ancienne, comme ça, plutôt que de faire le kéké devant les caméras en disant, yaka, il faudrait, et on y va. De fait, la question de la peur, c'est quelque chose d'assez facile à utiliser en démocratie. Il vous suffit juste de trouver quelqu'un en vous disant c'est le loup, c'est le grand méchant loup. Et ça marche avec Marine Le Pen, il faut avoir peur de Marine Le Pen, il faut avoir peur du fascisme, il faut avoir peur du nazisme, il faut avoir peur de Radour-sur-Glane, il faut avoir peur du retour du fascisme en France. Et on se dit juste, mais oui, bien sûr qu'il faut avoir peur de tout ça. Sauf que tout ça n'est pas là. Il n'y a pas de Waffen-SS qui circule dans les rues de Paris en disant nous sommes aux portes du pouvoir et dans des élections prochaines, etc. Donc il a raison, il faut surtout pas... Il faut congédier et conjurer la peur en disant mais de la raison, c'est le contraire de la peur. Mais la réalité, Michel Onfray, c'est que les Français ont peur maintenant. Ça y est, c'est installé dans l'opinion publique, que ce soit chez les jeunes, chez les moins jeunes, surtout chez ceux qui ont connu la guerre. Écoutez la réaction des Français que nous avons interrogés sur ce thème-là. J'ai très peur qu'il y ait vraiment une troisième guerre mondiale et puis qu'on fasse qu'il y ait des soldats au sol, quoi, et notamment qu'on prenne mes enfants. J'avoue, je me suis pas forcément posé la question. Pour l'instant, ça me touche pas. Peut-être mon naturel optimiste. Peut-être que ça va finir par s'arranger. J'essaye de relativiser et de prendre les choses, de voir, de rester confiante. Ça ne vaut pas grand-chose. Ça ferait un peu bizarre du jour au lendemain, en fait, de partir au front comme ça, quoi. Je n'y ai jamais trop pensé, quoi, et partir comme ça du jour au lendemain, ça fait un peu peur, ouais. M'engager, ça me dérangerait pas, et si c'est pour la bonne cause et pour la patrie, je le ferai. Après, c'est pas mon ambition maintenant tout de suite de partir. Voilà pour ces réactions assez intéressantes de Français, les plus jeunes qui disent oui, je n'ai pas très envie, mais s'il faut le faire, je le ferai, mais bon, l'heure n'a pas sonné. Il nous dit en gros qu'il le ferait, mais à la retraite, quoi. Quand il sera à la retraite, il aurait le temps d'y aller, mais pour l'heure, il ne faut quand même pas trop exagérer. Moi, vous savez, je ne suis pas pour les micro-trottoirs. Non, mais ça dit quelque chose du climat. Enfin, ça dit quelque chose de ceux qui choisissent, ceux qui auront été sélectionnés. Là, c'est nous qui les avons choisis. C'est ce que je voulais dire. Mais non, je crois qu'il y a quelque chose de grave dans cette histoire, c'est que c'est compliqué, cette histoire. Et que les gens à qui on pose des questions compliquées ne veulent pas ne pas donner de réponse en disant c'est trop compliqué, moi je n'y comprends rien, je suis incapable. Si vous commencez à entrer dans le détail en disant bon, il s'est passé quoi, quand, comment, etc. La presse vous dit aujourd'hui que depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, la guerre a commencé. Elle a 10 ans, cette guerre. Elle a 10 ans. On n'en parle pas depuis 10 ans, on en parle depuis 3 ans. Et on célèbre les 3 ans. C'est ça, avec l'invasion de la Crimée. Et les gens, ils ne savent pas ce qui distingue la Crimée, le Donbass, c'est pourquoi, qui veut quoi à qui. Il y a des gens qui disent c'est pas bien de faire la guerre, donc Poutine, il a tort.
Il a raison, ils ont raison, les gens qui pensent comme ça. On négocie, on fait de la politique, on fait des bras de fer, enfin on fait tout ce qu'il faut pour faire avancer la cause et les idées, mais on ne bombarde pas des populations civiles, ça n'a aucun sens. Donc oui, les gens ont peur, mais en même temps, un chef de l'État, c'est important dans la 5e Et il a République. dit, la patrie a besoin de vous. Donc Ben le jeune homme, il dit, bon, si Mais la oui. patrie a besoin de nous, pourquoi Eh pas oui. Il parle de patriotisme, Emmanuel Macron. Il faut le faire quand même, patriotisme. Est-ce qu'il croit qu'il y a une seule cause en France qui permettrait à des enfants, à des jeunes, à des ados, des gens qui ont 20 ans, de dire je mets mon portable de côté, j'y vais, je vais mourir pour une cause? Laquelle? L'Ukraine? L'Europe de Maastricht? Même la République ou je ne sais quoi. Je ne pense pas qu'il y ait une seule cause aujourd'hui. Même la cause des jeunes, je veux dire le réchauffement climatique ou je ne sais quoi. Vous allez au front pour vous allez mourir. Des vraies causes de mobilisation. Voilà, des causes. Le tri sélectif, les bicyclettes à moteur électrique, ce genre de choses. Quelles sont les causes qui permettraient, quand on a 20 ans aujourd'hui, de dire je donne ma vie? Le patriotisme, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas juste j'aime bien ma patrie, mais vaguement, de loin. Venez me chercher, mais prenez votre temps. C'est plus compliqué que ça. Je rappelle quand même que quand les poilus partent avec la fleur au fusil, ils se disent on y va et on va mourir. C'était une époque où on croyait en Dieu aussi, et où on pensait que si on mourait sur le front, on allait au paradis parce qu'on avait fait son devoir. Il n'y a plus de paradis, il n'y a plus de devoir, y compris dans la religion, et il n'y a rien qui motiverait les gens à dire je donne mon corps à la patrie, mais je suis vraiment patriote. Donc quand Emmanuel Macron utilise ce mot, il est un peu imprudent. Il fait peur aux gens, et en même temps, quand il parle de patriotisme, c'est bien la première fois que je l'entends parler de patriotisme. Donc il faut comprendre, quand il dit patriotisme européen. Évidemment. Sûrement pas Et on va y venir patriotisme dans un français. instant. L'autre chose qu'ont très bien compris Michel Onfray, les Français, c'est que l'effort de guerre, parce qu'on est dans un réarmement militaire de notre pays, va peser aussi sur eux. On va écouter, et vraiment les mots employés sont très importants. Les mots d'Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui a dit à l'Assemblée nationale que l'épargne privée, celle des Français, serait mobilisée. Écoutez-le. Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Je peux vous dire que le 20 mars, vous demandez quand, avec mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. Je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution, puisqu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent, que ce soit les fonds du livret A, gérés, comme vous le savez, par la Caisse des dépôts, ou les fonds qui sont sur l'ensemble des véhicules d'investissement gérés par les banques, par les assureurs, par les gestionnaires d'actifs. Et c'est surtout cette épargne que nous souhaitons mobiliser afin que, effectivement, les Françaises et les Français participent à cet effort qui nous permette d'assurer la sécurité de notre pays et de l'ensemble de l'Union européenne. Très important ce que vient de dire Éric Lombard, Michel Onfray, c'est que l'effort, c'est les Français, évidemment, qui vont le porter. 3 fois mobilisé. Vous avez entendu? Mobilisé. Oui, tout le champ lexical est guerrier. C'est vraiment le vocabulaire de guerre. Donc je comprends que des jeunes hommes ou des jeunes femmes puissent se dire est-ce qu'il va vraiment y avoir la guerre? Voilà un homme qui nous dit, et moi je m'occupe de l'économie et des finances, mais il faut mobiliser, mobiliser, mobiliser. Et l'épargne privée. Hein. Plus l'épargne privée. Pas les fonds Je ne suis pas un publics. technicien de ces choses-là, mais je me rappelle qu'à une époque, Michel Sapin, socialiste, ministre socialiste, avait concocté une loi qui en gros permettait d'aller récupérer les bas de laine des Français en disant vous avez de l'argent, on n'en a plus, donc c'est normal qu'on puisse aller récupérer ce dont on a besoin. Là, il n'y a pas d'argent pour les paysans, il n'y a pas d'argent pour les médecins, il n'y a pas d'argent pour les prisons, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas construire des prisons, on ne peut pas construire des écoles. Il y a une dette abyssale. Il y a une dette abyssale, on est incapable de... Et là, d'un seul coup, on se dit, reprenons un crédit, recommençons, et on se dit, mais l'argent se trouve, il n'y aura pas d'impôt. Non, si juste on dit, mais faites-nous voir votre compte et vous avez de l'argent, à quoi vous allez utiliser vous allez partir en vacances avec ça? Allez, les vacances sont annulées, vous allez financer l'effort de guerre. Par ailleurs, je ne sais pas si ces gens savent à quoi ressemble la France. Les Français sont pauvres, ils sont miséreux pour beaucoup. Voilà des gens qui travaillent pour beaucoup et qui, parfois, pour certains, dorment dans leur voiture, je le dis souvent, mais travaillent, dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter. Après, il y a une réalité économique, Michel, c'est que le taux d'épargne n'a jamais été aussi haut en France parce que les Français ont peur de l'avenir, tout simplement. Ceux qui ont quelques moyens les mettent de côte en disant on ne sait pas ce qui nous attend dans les mois qui arrivent. J'ai vu des gens me dire qu'ils mettaient 20 € par mois d'économie sur un compte, vous vous rendez compte? Mais bien sûr. On ne parle pas des milliardaires, là. Non, mais on ne va pas non plus solliciter les milliardaires tout le temps. Il y a un moment donné où on se dit, mais tout ce qu'on fait comme dépense, nous, peut-être qu'on pourrait regarder en se disant, chacun fait ça chez soi, en se disant, mais on va peut-être commencer par, je ne sais pas, si on a 3 abonnements de téléphone, on va peut-être en prendre un seul, et puis voilà, faire des économies, plutôt que d'aller taper toujours sur les mêmes. Et toujours les mêmes, c'est quoi? C'est souvent les pauvres aussi. Quand vous augmentez la TVA, vous dites, mais ils ne paient pas d'impôts, ces gens-là. Mais il y a des gens qui ne paient pas d'impôts. Mais si, tout le monde paie des impôts. Quand vous faites votre petit déjeuner le matin, sur le pain, vous avez payé de la TVA, sur le café, TVA, sur le beurre, TVA, sur les croissants, TVA, etc. Donc vous payez des impôts. Cette façon de dire toujours, mais pour les pauvres, pour les miséreux, pour les sans grade, il n'y a pas d'argent. Tirez-vous. Les paysans, on leur envoie les blindés.
quand ils disent juste on est obligé de se pendre. Nous venez qu'à continuer à vous pendre, c'est pas notre problème, on n'a pas d'argent. Sauf que là, alors là, d'un seul coup, quand il s'agit d'accueillir toute l'immigration du monde, il y a de l'argent. Quand il s'agit de faire une guerre qui n'est pas la nôtre, je veux dire que le destin de l'Europe ne se joue pas en Ukraine. Mais le destin de l'Europe, il se joue ailleurs et autrement. Et puis que je sache, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Et la Russie ne fait pas partie de l'Europe. Ce sont deux pays qui ne sont pas dans l'Europe maastrichtienne et qu'on voudrait ramener, du moins pour l'Ukraine. Moi, je voudrais qu'on puisse solliciter les peuples. Vous savez que moi, je suis gaulien et que je crois à la possibilité des référendums. Demander au peuple s'il veut que cette guerre soit faite. Demander au peuple s'il veut... Alors d'ailleurs, il y a un référendum qui serait extrêmement simple, c'est justement d'ouvrir un livret en disant « donnez de l'argent ». Alors là, je rigole, parce que franchement, il n'aurait rien du tout. Les gens qui sont obligés de finir les fins de mois, de terminer leur fin de mois sans manger de la viande, voire en économisant un repas sur 2, je vois mal qu'ils mettent de l'argent. Mettrait-il de l'argent qu'ils mettraient 10 €? Il en faut des billets de 10 € pour faire des missiles, pour faire des tanks, pour faire des chars, pour faire des bombes, et peut-être même une bombe atomique, puisque finalement, notre président de la République semble ne pas craindre un conflit ouvert avec la Russie, en disant que cette puissance nucléaire, eh bien finalement, elle rencontre en face d'elle une autre puissance nucléaire, et que ça fait bien longtemps que la bombe atomique n'a pas servi et qu'elle pourrait bien servir dans cette occasion. C'est peut-être le moment où on peut solliciter, ça fait 10 ans qu'elle dure cette guerre, c'est le moment de solliciter les peuples. Qu'on aille vraiment à l'Assemblée nationale, au référendum plus que l'Assemblée nationale, on sait comment elle est construite. Mais en disant, voulez-vous, on a des questions extrêmement simples, extrêmement claires, voulez-vous que la France mène un effort de guerre pour mener une guerre en soutenant l'Irak contre l'invasion russe? Oui ou non? Si c'est oui, c'est oui. Moi, je suis un démocrate. L'Irak ou l'Ukraine, plutôt. Pardon? L'Ukraine. J'ai dit l'Irak? Oui. Oui, parce que tout ça se ressemble. En même temps, tout ce qu'on a fait en Ukraine, en Libye, etc., c'est exactement la même chose. On veut redessiner les frontières du monde, indépendamment des peuples aussi, en même temps. Et qu'on sollicite aussi les Ukrainiens, y compris les Ukrainiens qui, au Donbass, voudraient rester russes. Ça fait partie des choses possibles et envisageables. On pourrait même imaginer qu'avec Israël et la Palestine, on puisse penser en termes d'États qui ne seraient pas des États jacobins, qu'on puisse sortir du modèle jacobin et retrouver le modèle d'Albert Camus, qui est un modèle de fédération. Pas forcément la Suisse, mais encore que. Je pense que la Suisse a beaucoup plus de vertu qu'un État jacobin qui, lui, impose et détruit tout ce qui n'est pas lui. Michel Onfray, on va faire une petite pause dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On reviendra ensuite pour parler de l'Union européenne et de cette union peut-être fédéraliste qui avance à pas feutrés petit à petit dans la tête de nos dirigeants. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1. Et on se retrouve dans Face à Michel Onfray pour la seconde partie sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler de la défense européenne, de l'Union européenne, évidemment, parce que cette idée, on voit, chemine petit à petit dans le champ lexical de nos dirigeants. Je sais que le général de Gaulle, et je ne vais pas vous l'expliquer à vous qui êtes un gaulliste, a toujours plaidé en faveur d'une Europe des États et des nations, et non pas d'une Europe fédérale. Vous avez l'impression que c'est vers ça qu'on nous emmène ? Ah oui. Alors d'abord, je le dis depuis des années, je ne peux pas imaginer qu'Emmanuel Macron puisse me lire ou m'écouter ou je ne sais quoi, ou même Marine Le Pen, mais j'entends de temps en temps des idées. On va l'écouter justement, Marine Le Pen, après. Très bien, moi, mes idées ne m'appartiennent pas, si elles sont justes, il faut qu'elles avancent. Et je le dis depuis très longtemps qu'il y a un État maastrichtien, et que cet État, je dis d'ailleurs, il a son drapeau, il a son hymne, il a sa monnaie, il a sa langue anglaise, il a son droit, etc., il a même ses juridictions, et que tout ça est supérieur aux juridictions nationales. Et que donc, à chaque fois, on ne peut pas d'ailleurs voir un drapeau français apparaître sans qu'il soit tout de suite flanqué d'un drapeau européiste, je dirais. Donc, il faut savoir que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il parle de la France, c'est la France au service de l'Europe. Et c'est pas l'Europe au service de la France. Quand le général de Gaulle veut faire une Europe, il veut faire une Europe française. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé une Europe allemande. L'Europe, elle a été allemande pendant très longtemps. Et puis maintenant que l'Allemagne n'a plus grand-chose à faire de ce jouet qu'est l'Europe, on le balance, et puis on dit maintenant on va faire autre chose et autrement, à défaut de faire une Europe allemande. Maintenant ils peuvent très bien refaire une Europe américaine. Trump se trompe quand il dit que ça a toujours été fait pour ennuyer. C'est pas le mot qu'il utilise. On va dire le mot sympathique. C'est pas le mot qu'il utilise, mais ennuyer les États-Unis, pas du tout. Ça a été fabriqué par Jean Monnet, qui était lui-même agent de la CIA, payé, etc. Enfin, c'est l'Europe de Mitterrand, qui lui vient de la francisque. C'est pas du tout une Europe gaulienne. Et l'Europe du général de Gaulle, c'est sûrement pas une Europe de Jean Monnet, l'Europe de Jean Monnet. Donc l'Europe de Jean Monnet, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et c'est une Europe post-nationale. Donc il faut détruire tout ce qui est nation.
Pourquoi il n'y a pas de culture française, c'est pourquoi on préfère tout ce qui détruit la culture française, c'est formidable, c'est pourquoi aux Jeux Olympiques, dès qu'on peut décapiter la reine une seconde fois, c'est formidable, dès qu'on peut moquer la scène on va parler de l'histoire, et l'Eucharistie. Ben oui, mais c'est formidable, continuez aussi. Donc détruisez tout ce qui est national, et il nous faut du post-national, et quand on aura... Et pourquoi ? C'est pourquoi d'ailleurs que Mélenchon est l'allié, l'idiot utile, si je puis me permettre l'expression, sans que leur com nous tombe dessus, mais enfin, de cette idéologie-là, parce qu'au bout du compte, in fine, ils finissent tous par voter pour ce projet-là. Les uns en disant il est formidable, et d'autres disent... Pardon, le projet Maastrichtien. Les autres disant maintenant il y a Marine Le Pen en face, c'est le fascisme. Globalement, tout le monde se retrouve pour voter pour cet État devenu totalitaire, de plus en plus. Écoutons Marine Le Pen, justement. Elle était l'invitée de nos antennes cette semaine. Elle dénonce l'Europe fédéraliste vers laquelle nous avançons. Ils ne sont pas en train de créer une Europe fédéraliste. Ils sont en train de créer un État unitaire européen. C'est un tout petit peu différent et c'est beaucoup plus grave. On peut très bien engager encore une fois des projets avec des nations européennes. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple fondamental. On est en train de discuter de réarmement, on parle d'autonomie, on se pousse du col. Très bien. Bon, eh bien faisons-le. Chiche. Faisons-le. La première des choses, c'est peut-être de ne pas dépendre des puces que l'on met dans nos missiles et qui viennent de Taïwan. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, créer un MBDA des puces, puisque les machines qui fabriquent les puces sont néerlandaises, eh bien, ne peut-on pas, avec les nations européennes, se mettre ensemble en disant, voilà, on va réfléchir à créer une filière européenne des puces. Marine Le Pen, qui était l'invitée de Sonia Mabrouk cette semaine. Vous êtes d'accord avec son analyse, Michel Onfray? C'est pas une Europe fédéraliste, c'est autre chose. Elle est d'accord avec mon analyse. Oui, pardon. Là, je l'entends parler, moi ça fait une quinzaine d'années que je le dis. Je ne suis pas sûr que depuis une quinzaine d'années, elle tienne ce discours. Formidable, elle le tient, les idées avancent, c'est très bien. Même chose, le mot souverainiste, ils sont mauvais. Depuis des années, on a créé Front Populaire pour désencrasser tout ça, on commence à réutiliser le mot, très bien. Je ne vais pas dire que m'accorder les mérites d'un certain nombre de concepts, mais enfin, quand ils sont volés, ils réapparaissent sur le marché et on ne dit jamais comme le dit, ou etc. Certains ont droit à ça, il y a des individus qu'on peut citer, et d'autres qu'on ne cite pas. Donc oui, évidemment, je suis d'accord avec elle, puisqu'elle est d'accord avec moi, et que je ne sais pas quand elle a découvert qu'il y avait un État maastrichtien, mais ça me réjouit qu'elle l'ait découvert. Vos idées avancent, vous voyez, Michel. Mais l'important, c'est que l'idée soit juste, c'est pas qu'elle soit mienne. Et si c'est une idée qui peut permettre quelque chose pour la France, alors je suis très heureux, très content, et qu'on efface mon nom. Ça m'est égal d'avoir la paternité du concept. Si les gens, avec ce concept, peuvent penser qu'effectivement il y a des choses à faire sur ce terrain-là en disant il ne faut pas de cet État maastrichtien, alors c'est formidable. Moi, je me moque des histoires de paternité, des concepts. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer autre chose maintenant, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est la détention de Boualem Sansal, votre ami depuis 4 mois dans les geôles algérienne. Son avocat, maître François Zimray, est désespéré. Il n'a aucune nouvelle de lui, il n'a pas pu voir son client. Il a décidé de saisir l'ONU désormais pour dénoncer le caractère arbitraire de cette détention. On va l'écouter, puis après on va parler de l'Algérie. Maître Zimray. Le message, c'est que 4 mois après son incarcération, je suis obligé de me rendre au constat que ni la modération, ni la pondération, ni le respect du cadre procédural algérien dans lequel j'ai voulu m'inscrire n'ont porté leurs fruits, et qu'aujourd'hui, aucun accès n'est possible à Boualem Sansal, ni au dossier. Sa défense est impossible. Et qu'à partir du moment où il n'a pas de défense possible, il ne peut pas y avoir de procès équitable, de procès juste. Et sans procès juste, la détention est arbitraire. Et puisque la détention est arbitraire, nous allons saisir les procédures spéciales des Nations Unies pour dénoncer l'absence de procès équitable et le caractère arbitraire de cette persécution devant les instances onusiennes. Maître François Zimray, l'avocat de Boualem Sansal, évidemment, en appelé à l'ONU, c'est aléatoire, mais c'est sans doute une des dernières cartouches qu'il lui reste. Moi, j'aime beaucoup François Zimray. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il était ambassadeur à Copenhague et que j'étais encore invité pour faire des conférences à l'étranger, que je n'étais pas pestiféré. Mais revenons au général de Gaulle. Quand le général de Gaulle intervient pour Régis Debray, Régis Debray, c'est pas sa tasse de thé. À l'époque, Régis Debray, il défend Che Guevara. Mais le général de Gaulle intervient pour le libérer des geôles de Bolivie. Il ne vient pas à la télévision en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Mais le général intervient. Quand Sartre distribue la cause du peuple et qu'on dit on va embarquer Sartre, etc., que dit le général de Gaulle? On n'enferme pas Voltaire, on n'embastille pas Voltaire. C'est-à-dire que
Il faut lire les entretiens de Sartre avec Guérassi. Je vous assure que les grossièretés, les vulgarités que Sartre utilise pour parler du général de Gaulle, c'est assez terrible. Eh bien, le général de Gaulle avait le sens de ce qu'était un écrivain, et que ce soit Régis Debray ou que ce soit Jean-Paul Sartre. Emmanuel Macron, qui nous fait le coup du G3 Pléiade sur mon bureau, où j'écris dans la NRF qui ouvre ses colonnes d'ailleurs, dès qu'il est devenu jeune président de la République, ou qui nous dit j'aime beaucoup le théâtre, et j'aime beaucoup les lettres, etc. La littérature, qu'il en fasse une affaire personnelle. Qu'il soit un peu de Gaulle sur ce seul sujet-là, et qu'il fasse comme le général de Gaulle avec Régis Debray ou avec Jean-Paul Sartre, en disant on n'embastille pas Boualem Sansal. Coupable de quoi? D'avoir écrit, d'avoir pensé, d'avoir manifesté une pensée qui n'est pas la pensée que le gouvernement algérien voudrait voir propagée. Le chef de l'État pourrait très bien dire j'en fais une affaire personnelle et je me donne tant de temps, sans forcément venir à la télévision, mais de se dire à lui-même, je me donne tant de temps, vous allez m'aider avec les chancelleries, comme il a détruit toutes les chancelleries, avec un certain nombre de gens dont le métier consiste à aller faire les passages. Je pense à Jean-Pierre Chevènement, des gens qui ont l'oreille, et même Dominique de Villepin, pour lequel j'ai pas forcément beaucoup de sympathie, mais qui pourrait faire ce genre de travail en disant, s'il vous plaît, c'est notre écrivain. Je rappelle qu'il est franco-algérien. Donc c'est un compatriote Faut-il encore français. Le rappeler. Et le chef de l'État devrait y mettre tout son poids. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Un petit mot de la France Insoumise. Pas une semaine sans une nouvelle polémique. Cette semaine à l'Assemblée nationale, c'est un député, Raphaël Arnaud, fiché S, qui a décidé d'organiser une conférence sur l'islamophobie avec le CCIE, qui est le nouvel avatar du CCIF, qui était un comité justement dissous par Gérald Darmanin. Ça a donné lieu d'ailleurs à une passe d'armes entre députés de droite et LFistes. On va écouter surtout Florence Bergeau-Blaclair, qui est connue pour ses études sur l'entrisme et les frères musulmans. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit que l'islamophobie est un prétexte. Écoutez-la. La lutte contre l'islamophobie, c'est pour moi un djihad défensif qui consiste dans un premier temps à marteler que l'État est raciste structurellement, que les musulmans sont maltraités, qu'ils sont des citoyens de seconde zone, voire qu'ils sont traités comme les juifs des années 30, et dans un second temps, appeler les musulmans à se défendre, voire à se soulever, voire à attaquer ceux qui les persécuteraient. Donc on voit que l'islamophobie, ce n'est pas un instrument de lutte contre la discrimination, c'est un instrument politique, ou en tout cas qui permet de légitimer le passage aux politiques des frères musulmans, voire même légitimer la violence. Pour Florence Bergeau-Blaclair, chercheuse au CNRS, Michel Onfray. Oui, elle a raison, d'autant que, je rappelle que d'abord, elle est sous protection policière pour dire des choses vraies, pour dire des choses justes. Elle n'est pas sous protection policière pour avoir appelé à égorger des gens, pas du tout. Elle dit des choses justes et vraies, et elle est même interdite de conférences, etc. Donc non, tout ce qu'elle dit est vraiment toujours très bienvenu. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui laissent faire. Pourquoi la présidente de l'Assemblée nationale qui s'est fait insulter par la France Insoumise quand on a dit qu'elle était allée en Israël en disant qu'elle avait campé dans le genre le camp, Madame Braun-Pivet est juive, etc. On met tout ça en perspective. Elle se prend une gifle, elle tend l'autre joue. Ça peut se faire, mais il faut le dire. On peut dire à un moment donné, moi je suis interdit de plein d'endroits, je ne vois pas pourquoi on n'interdirait pas des gens à l'Assemblée nationale en estimant qu'on ne peut pas accepter des gens qui Elle a dit qu'elle regrettait cette réunion, qu'elle ne pouvait pas l'interdire. Mais pourquoi elle ne pouvait pas l'interdire? Je vous assure que quand on veut, on peut dans ce genre de milieu. Il vous suffit juste d'aller chercher des juristes et ils vont vous trouver les bons articles qui vous permettront de le faire. Bon, Michel, juste encore à propos de la France Insoumise, il y a eu beaucoup d'indignation après une affiche qui a été propagée par la France Insoumise dans le cadre d'une manifestation organisée le 22 mars prochain par l'extrême gauche. Une affiche qui montre Cyril Hanouna, et je le dis pour nos auditeurs, dans une posture d'abord qui n'est pas la sienne et qui rappelle sinistrement les affiches des années 30, les affiches antisémites des années 30. Ce sont des affiches honteuses, éminemment condamnables. La France Insoumise les a retirées. Mais ça dit quoi pour vous ? D'abord, je vois que Jean-Luc Mélenchon dit « j'ai pas vu ces affiches ». On va le croire, évidemment. Cet homme qui décide de tout, qui donne tous les mots qu'il faut utiliser, qui donne tous les éléments de langage, qui donne la feuille de route, tout le monde obéissant, il n'a pas vu les affiches. Étonnant quand même. Bon, il n'a pas vu ces affiches. Elles sont faites par un maquettiste qui lui travaille. Donc il y a un conseiller, on sait bien comment on fabrique une affiche quand on dirige un journal ou quand on travaille comme ça. On travaille sur le choix de la photo. Et puis après, aujourd'hui, vous avez pas seulement l'intelligence artificielle, mais toute la palette graphique qui vous permet de faire un monstre avec un visage gentil, quoi. Et quand vous avez en tête, et c'est formidable d'avoir mis ces deux affiches côte à côte, un schéma que vous voulez faire passer l'affiche des années 30 et l'affiche de 2025. L'affiche des années 30, franchement, clairement antisémite. Et on voit comment elle fonctionne. Donc il y a des codes.
En fait, une école, même dans un lycée, normalement, dans un cours d'art, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, mais enfin, on doit pouvoir vous dire, regardez comment fonctionne cette affiche, comment elle est construite. Donc le maquettiste, quand il fait son affiche, il sait comment il a construit. Le message subliminal, c'est « faites-moi une affiche antisémite ». Donc elle est faite. Et puis elle est envoyée. Mélenchon dit « Ah, je l'avais pas vu. Ça s'est fait dans mon dos. » Il ne doit pas se faire grand-chose dans le dos de monsieur Mélenchon. Et puis après, que disent-ils ? Ils disent « Mais c'est la bolosphère qui fait ce genre de choses. D'ailleurs, regardez, ils ont inventé un antisémitisme qui n'existe pas, etc. » Si d'ailleurs vous dites qu'il y a de l'antisémitisme dans le soutien au Hamas, dans le fait que vous voudriez une Palestine du Jourdain jusqu'à la Méditerranée, et si vous dites qu'il y a de l'antisémitisme là-dessus, vous allez avoir une note. Et on va vous faire savoir que l'ARCOM va vous faire savoir que vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. Donc on n'a pas le droit de dire ce qu'il faut voir, puisque des maquettistes payés par la France insoumise fabriquent une affiche antisémite, et que quand on dit qu'elle est antisémite, on dit mais prouvez qu'elle est antisémite, c'est vous qui êtes antisémite en utilisant l'image du juif. On n'a jamais pensé à une chose pareille, bien sûr. Donc c'est de toute façon une espèce de guérilla perpétuelle fabriquée par Jean-Luc Mélenchon. Il faut que toutes les semaines, voire tous les jours si c'est possible, avec les chaînes d'infos continues, il faut nourrir la bête en disant, allez-y, un propos, une photo, une image, une saillie, une invitation, une poignée de main à un salaud, mise en scène en disant les héros, etc. On a un feuilleton Rima, Sarn, etc. Et ça continue parce qu'il faut occuper le terrain. Ils font de la politique politicienne, lui aussi. Il songe à arriver au pouvoir. La France, il n'y en a pas grand-chose à faire. Michel Onfray, j'aimerais aussi qu'on évoque ce qui s'est passé avec les éditions des PUF, qui sont les éditions... Presse universitaire de France. De France. Ils ont décidé de ne pas publier un ouvrage dénonçant le wokisme à l'université. Il y a une campagne qui a été menée contre ce livre, menée notamment par l'historien Patrick Boucheron. Et c'est l'éditeur qui finalement l'a annoncé par mail aux 3 co-directeurs de l'ouvrage, l'historien Pierre Vermeuren, les professeurs de lettres Emmanuel Hénin et Xavier Laurent Salvador, que cet ouvrage n'allait pas pouvoir être publié au PUF. Est-ce que c'est de la censure pour vous ? Oui, mais c'est sûr, il faut expliquer comment ça se fait un livre. Les gens, ils pensent qu'un jour on fait un livre, et puis le lendemain il est en librairie, etc. C'est compliqué. Donc d'abord, il faut qu'un éditeur vous prenne le livre. Ensuite, il vous signe un contrat. Dans le contrat, il est très précisément spécifié ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, etc. La plupart du temps, même, il faut donner des notes d'intention, etc. Le patron de la maison d'édition, c'est-à-dire le chef des presses universitaires de France, c'est pas un sous-fifre, signe et contre-signe, tout ça. Donc le patron des presses universitaires de France a passé commande. Je ne sais pas s'il a passé commande ou s'il a accepté le livre qu'on lui a proposé. Enfin, toujours est-il qu'il a donné son accord. Et par la suite, il y a des libraires, parce qu'il y a une fronde aujourd'hui d'un certain nombre de libraires qui disent ce genre de livre, on n'en veut pas. Je n'en veux pas. Il y a des libraires qui disent on va boycotter tous les livres de la fameuse bolosphère, de bolosphère, fachosphère, ils mélangent tout ça, en disant maintenant on va décider des livres qu'on prend, des livres qu'on ne prend pas. Ce que le peuple doit pouvoir lire ou pas lire. Absolument. On en revient toujours à la même histoire. Là, la terreur, parce que ce sont des éléments de terreur, ça fonctionne, c'est une terreur intellectuelle. Jean Sévillat parle de terrorisme intellectuel, ça en procède cette façon de faire. Parce que là c'est mais nous allons boycotter les PUF. Et il n'y aura plus de livres des presses universitaires de France dans nos librairies. Et un patron ne peut pas se permettre ça. Il se dit, mais moi, c'est ma boîte qui tombe. Il l'a dit d'ailleurs. Moi, j'ai lu les papiers qui ont été écrits sur ce sujet-là. Il lui dit, mais moi, je sauve ma boîte. Je ne fais pas de la politique en disant, j'ai signé pour un livre anti-woke. Et puis là, les gens me disent, mais si vous faites ça, vous allez avoir tout M. Boucheron et toute sa bande, toute sa clique, tout France Inter, tout machin, etc., qui va vous dire, mais il ne faut pas acheter ce genre de livre. Mais le wokisme est toujours aussi puissant, Michel Onfray, non ? Mais bien sûr qu'il est puissant. Et les gens qui pensent que parce que Trump s'attaque au wokisme du côté de l'Atlantique, et de ce côté-là de l'Atlantique, et puis que ça va arriver chez nous, parce que ça arrive toujours, pas du tout. Nous, on a un pays très centralisé, au contraire des États-Unis, qui est un pays très, très fédéral, où les États, il y a des États dans lesquels vous avez le droit de porter des armes, des États où vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit à l'avortement, vous n'avez pas le droit à l'avortement, des États où vous pouvez, la peine de mort existe, des États où elle n'existe pas. Donc c'est pas du tout la même chose. Nous, on a une France très jacobine, très centralisée. Depuis Philippe le Bel, c'est comme ça, de toute façon. Et le général de Gaulle, que j'aime beaucoup, est rentré dans cette logique. Et à la fin, il était en train de penser à une espèce de décentralisation de type girondin. Donc vous avez des gens qui, dans des blocs particuliers, l'université, la recherche, l'édition, le business, le showbiz, etc., font la loi. 1 ou 2 personnes. Et si ces gens disent... On fait comme le pouce en bas. Les presses universitaires de France, on les détruit, elles n'existent plus. Moi, j'ai été invité dans un lycée en périphérie de Caen, à Yves, lycée hôtelier, pour parler de l'avenir de la paysannerie française. On en avait parlé. Le directeur avait dit oui. 1 ou 2 de la France insoumise, dont un prof d'histoire, je crois, dans la salle des profs, on dit pas question que, etc. C'est le directeur qui est coupable. C'est pas les gens de la France insoumise. Après tout, ils font leur boulot de syndicalistes. Ils veulent pas de moi. Le directeur aurait dit j'ai dit oui.
2, mon frère sera là, vous allez pouvoir l'agresser, et il n'y aura aucun problème, il y aura un débat contradictoire. L'agresser intellectuellement. Oui, oui, j'ose espérer qu'il faut lui mettre des coups. Et puis, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il a couché les pouces. Et donc, cette espèce de terrorisme, il avance doucement. Donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, ne font plus certains spectacles, certains auteurs, certaines mises en scène, en se disant, c'est pas possible, c'est pas pensable, etc. Moi, je suis allé à Bayreuth, j'ai même entendu des directions d'orchestre qui sont des directions wokistes, puisqu'il s'agissait, par exemple, de faire de telle sorte que la chevauchée des Valkyries ne soit pas martiale. Il fallait que ce soit avec du rose et des fleurs et des pompons. Merci beaucoup, Michel Onfray. C'était un plaisir de passer cette heure en votre compagnie sur CNews et sur Europe 1. À la semaine prochaine.